Bienvenue dans ce nouvel épisode des rencontres désinspirantes de Disruption Protestante. Chaque semaine, une position lucide à rebours du mythe de la Startup Nation avec un acteur de l'innovation française. Je suis Antoine Gouritin. La semaine dernière, Xavier Coadic nous racontait comment Google s'insérait de manière violente et douce à la fois dans nos cités, grâce au soutien du tissu économique local et des collectivités, en ouvrant des boutiques en centre-ville dénommées ateliers. Vous pouvez écouter cette discussion dans votre application de podcast préférée sur Spotify et sur disruption-protestante.fr. Aujourd'hui, je vous propose d'étudier un cas concret d'action de la fameuse transformation digitale. Comme nous l'avons évoqué dans cette saison avec mes invités, à chaque fois qu'une nouvelle technologie arrive sur le marché, une armée de consultants et de start-upers vont vous expliquer de façon tout à fait inspirante comment cette nouveauté va révolutionner chaque secteur d'activité. Ça marche à tous les coups, par exemple dans la santé, l'éducation, l'action publique, mais aussi dans la culture et le patrimoine. Il y a en revanche peu de conférences qui se posent la question de l'intérêt de ces soi-disant révolutions et de leurs impacts à plus grande échelle. J'ai choisi la culture parce que c'est le secteur dont je suis issu, mais ce que vous allez entendre dans cet épisode peut être répliqué en grande partie dans d'autres domaines. Avant de lancer Disruption Protestante, j'ai travaillé notamment sur des projets poussés par Google. Rares sont les remises en question de la digitalisation de la culture, pour son accès en ligne ou pour améliorer, le terme serait à discuter longuement, l'expérience de visite d'un musée ou d'un site culturel. Mon invité du jour, Eva Sandri, a fait bouger les lignes en soutenant en 2016 une thèse de sciences de l'information et de la communication à l'université d'Avignon, intitulée « L'imaginaire des dispositifs numériques pour la médiation au musée d'ethnographie ». Derrière ce titre peut-être un peu complexe pour le profane se cache une approche technocritique originale et bienvenue qui a été très bien accueillie et diffusée. Eva est maintenant maîtresse de conférences en infocom à l'Institut national des langues et civilisations orientales. J'ai voulu discuter avec elle de sa thèse, bien sûr, confronter quelques-unes de nos expériences de terrain, et comprendre pourquoi l'approche technocritique qui est la sienne n'est pas plus développée ni dans les institutions culturelles, ni dans la recherche. Élément de réponse dans la discussion qui suit. Bonne désinspiration! On observe énormément de ce que Jeanne, un chercheur, appelle les discours d'escorte, c'est-à-dire des discours qu'on trouve dans la société à différents niveaux, dont notamment les discours, j'ai étudié encore plus de discours journalistiques et politiques, qui vont tous indiquer que pour la culture, les dispositifs numériques sont extrêmement utiles, sans forcément s'appuyer sur des études, et vont dire que grâce au numérique, le musée va être plus ludique, ça va être un jeu plus interactif, plus participatif, créatif, attractif, et que ça va attirer plus de public, notamment des publics qui ne viennent pas forcément au musée, comme le jeune public, les publics empêchés. Et on se rend compte que ces discours d'escorte journalistiques et politiques, qui sont très présents dans la société, qui ont été étudiés dans d'autres recherches, se retrouvent en fait dans les discours des professionnels du musée, des médiateurs, qui parfois vont essayer d'y croire, parfois les mettre à distance, mais qui a peu en fait de contre-discours qui pourraient nuancer ou ajuster ces discours d'escorte technophiles. Donc en fait, je pense qu'il faut se réapproprier ce débat sur les technologies qui fasse sens, parce qu'on a peu de contrepoints. Si on regarde un peu la presse au quotidien pendant 5 ans, en général, on fait des articles pour dire que le numérique est positif, que c'est arrivé de façon brutale, immédiate, que ça va révolutionner, dépoussiérer le musée. Je compte pas toutes les phrases, les titres d'articles qui commencent par la réalité virtuelle dépoussière tel musée des Beaux-Arts, alors qu'en fait il s'agit d'une arrivée technologique qui s'est fait sur le temps long, depuis les années 80, avec les premiers CD-ROM, les audio-guides, et pas du tout d'une révolution brutale. Du point de vue des directions des musées aussi, ce discours-là est repris. C'est un discours presque plus que marketing et commercial que vraiment d'intérêt pour les publics, ou comment toi tu l'as analysé? Il y a les deux aspects en fait. D'une part, il y a le fait que tout l'imaginaire des dispositifs numériques, donc le fait que par exemple on mettait un contenu en ligne sur Google Art Project ou Base Joconde ou une expo en ligne, on va toucher beaucoup plus de gens parce que ils peuvent se connecter, ne sont pas obligés de venir physiquement au musée. Il y a cet imaginaire que les outils numériques vont permettre de mettre en place l'objectif de démocratisation culturelle, c'est-à-dire toucher tous les publics où qu'ils soient, en prenant en fait le postulat suivant, c'est si des œuvres d'art sont accessibles en ligne, alors la culture sera devenue plus accessible. Mais pourtant, on sait bien que c'est plus complexe en réalité, que l'accessibilité à la culture ne se fait pas de façon automatique et immédiate, juste par l'existence d'un portail en ligne, mais que ça suppose un apprentissage sur le temps long. Donc d'une part,
part au niveau de la direction des musées, des politiques, j'ai vu une certaine, on va dire, croyance, un certain espoir, de se dire finalement si c'est accessible en ligne, oui. Pourquoi pas imaginer un accès total, et en même temps aussi une volonté de la part des professionnels de relativiser, de s'ajuster un petit peu à ce discours en mettant en place des dispositifs où il y ait une vraie médiation. Donc parfois on se retrouve avec des dispositifs hybrides, que certains appellent le phygital, c'est-à-dire physique et digital pour numérique, où on va avoir par exemple un dispositif numérique, une tablette, une ressource qui va être expliquée dans le musée, au contraire des tutoriels pour faire des liens entre le rapport aux visiteurs et aussi le fait de leur permettre d'utiliser ces outils. Donc c'est pas forcément binaire, de la médiation numérique d'un côté, humaine de l'autre. Il y a un dialogue, et de la part des musées, on voit des 2 musées que j'ai observés pendant ma thèse, j'ai vu cette double tension entre d'un côté croire et espérer l'imaginaire de ces dispositifs, et en même temps essayer de s'ajuster, de les rendre pertinents, de faire en sorte qu'ils fassent sens. Et dans le musée physique, pour le coup, je me souviens d'avoir entendu des professionnels, notamment américains, expliquer que le concurrent de la visite au musée maintenant, c'était Netflix et les réseaux sociaux. Il y a aussi cette idée qu'en s'adaptant aux pratiques grand public, les jeunes notamment allaient venir au musée et avoir une expérience de réalité virtuelle ou de réalité augmentée au musée, nécessairement ça allait les faire venir. Est-ce qu'il y a des études qui prouvent ça ? Alors, je pense que cet argument un peu de l'appât par le numérique des jeunes, il est assez caduque et assez dangereux. En fait, on le prend toujours de façon assez frontale en disant parce qu'il y a des jeux vidéo, de la réalité virtuelle, le jeune public va venir. En fait, c'est assez différent, parce qu'il y a deux prescripteurs pour le jeune public pour la visite au musée. Ça va être la famille et l'école. Donc, typiquement, si les parents amènent les enfants le dimanche, ou si l'école fait des sorties au musée, ça peut développer un goût. Et surtout, il y a l'idée que les pratiques vidéoludiques ou numériques, les jeux vidéo, en général, les gens vont préférer les faire chez eux ou entre amis sur des dispositifs qu'ils ont choisis. Ils vont pas forcément se dire on va aller au musée pour tester ce tel ou tel jeu vidéo, sachant qu'en plus, en général, les technologies des musées ont toujours on va dire quelques mois de retard par rapport à une technologie qui serait sortie sur le marché. Donc il y aurait pas vraiment de plus-value. En tout cas, moi je n'ai pas lu d'enquête en fait qui indique qu'il y a une vraie corrélation claire et systématique entre utilisation des technologies et conquête des publics jeunes. Je pourrais citer 3 résultats un peu plus complexes. Le premier, le résultat d'une enquête qui dit que les dispositifs de médiation numérique vont toucher des publics qui ont déjà un capital culturel important, qui vont déjà au musée. Donc l'idée, c'est qu'on ne va pas forcément élargir le public, on va plutôt toucher encore plus le public qui vient en lui proposant d'autres dispositifs. Bon, ça, c'est malheureusement le bilan des politiques de médiation culturelle depuis les années 60 en France, c'est qu'on va plutôt élargir un public existant plutôt que toucher un autre public. Ensuite, le deuxième résultat, c'est qu'on peut observer aussi une corrélation entre le capital technologique et le capital culturel des visiteurs. Pour le dire plus simplement, plus un visiteur a de connaissances en technologie par les appareils logiciels qui s'est maîtrisé, plus on voit aussi qu'il a une appétence, un intérêt pour les lieux culturels. Donc cette idée d'aller chercher les gens par la technologie, elle peut être intéressante, mais il faut la prendre avec tout le recul nécessaire, parce qu'on voit que souvent les personnes qui vont venir attirées par une appli ou un dispositif sont souvent des gens qui sont avertis sur les questions numériques. Et enfin, je voudrais citer une anecdote en fait d'un livre de Joël Lemarec qui s'appelle Public et musée, la confiance éprouvée, et qui est passionnant à cet égard, qui indique que souvent le musée va agir au nom du public en disant on va mettre un tel dispositif en place numérique au nom du public, mais ne va pas finalement toujours interroger ce public ou le connaître, parce qu'on se rend compte que il y a énormément de dispositifs par exemple numériques qui sont proposés et que parfois en interrogeant les publics, j'ai pu le faire pendant ma thèse, ils étaient plutôt en demande d'autres dispositifs, souvent d'escape game, de jeux de pistes, d'interactivité et d'autres dispositifs. Donc il y a un petit peu un biais entre faire des choses au nom d'un public et en même temps ne pas toujours connaître ce public.
Ouais, il y a des études des publics qui montrent aussi que certains visiteurs de musées viennent justement pour déconnecter un petit peu pendant le temps de la visite. Oui, ça c'est tout à fait exact en fait. Je l'ai aussi observé pendant ma thèse. Hein. Il y a certaines personnes en fait, voilà, certains visiteurs voilà de musées que j'avais interrogés qui m'indiquaient que pour eux, l'application mobile ou l'iPod ou l'audio guide, ça allait les passionner parce qu'ils allaient avoir plus d'informations, et d'autres personnes qui disaient que pour eux la visite au musée c'était plus sensoriel, un petit moment de voyage dans le temps où on se déconnecte. Et en fait moi je prône une médiation variée, comme évidemment dans les visiteurs il y a des personnes extrêmement différentes, certaines vont préférer le texte, le son, la vidéo. Moi je pense qu'une médiation pertinente, c'est une médiation qui propose en fait à chaque type de visiteur une expérience qui lui convienne, soit connecté, soit déconnecté, s'il veut un petit moment de bulle. Et c'est ce que j'avais observé au musée d'ethnographie d'Arles, le musée en Arlatane, hein, c'était une médiation numérique discrète. C'est-à-dire qu'elle était là pour ceux qui en avaient besoin. Il y avait un cartel numérique, une tablette numérique pour avoir les informations, mais elle n'était pas non plus au centre, donc elle permettait aussi de visiter le lieu de différentes manières. Et là, ce qu'on observe plutôt dans les discours d'escorte, médiatiques ou journalistiques, c'est que le numérique est plus efficace dans la transmission des connaissances, qu'il serait meilleur, alors même qu'on a énormément d'autres dispositifs de médiation, papier, humain, imprimé, etc., qui sont aussi satisfaisants, et qu'il faut d'abord se poser la question de l'objectif de la médiation et du type de public avant de penser le dispositif. Et là, actuellement, ce qu'on fait, c'est une réflexion à l'envers. Hein. On va utiliser, faire des demandes d'appel à projet pour le numérique avant de penser la spécificité des publics. Mais c'est dû au fait qu'il y a énormément de financements accordés pour la numérisation des collections ou les politiques numériques, et moins de budgets qui vont être accordés pour d'autres types en fait de dispositifs. On voit souvent des journées d'études qui vont s'appeler les apports du numérique pour la culture ou les apports du numérique dans les musées. Là, il y a un biais car on suppose de facto qu'il y a un apport du numérique, alors qu'on devrait plutôt parler de façon un peu plus neutre du rôle du numérique avec plus de recul. Ah, ça tombe bien, je voulais te parler des modes. Il y a souvent des modes comme dans tous les domaines, hein. Et c'est d'ailleurs souvent les mêmes. Dès qu'il y a une technologie qui arrive, c'est qu'est-ce qu'elle peut apporter à l'éducation, à la santé, au musée. Enfin, on peut décliner ça à l'infini. Il y a des modes notamment qui sont des fois assez difficiles à comprendre. Pendant un temps, ça a été assez surprenant. Là, je crois que c'est un petit peu passé. Il y a eu cette mode de la géolocalisation dans les espaces d'exposition, qui est intéressant parce que le problème de se localiser, notamment dans des grands musées, ça existe depuis. Je me souviens avoir vu les premiers prospectus du British Museum à la fin du 19e siècle. C'était déjà le premier problème avant de parler de médiation et de contenu, juste pouvoir savoir où on est. Et il y a eu une mode pendant quelques années des petites balises Bluetooth qui s'appellent des beacons. Je ne sais pas si tu as étudié un petit peu ce phénomène-là. Une technologie qui avait été vendue par les fabricants, notamment de beacons et puis d'applications qui les utilisaient comme révolutionnaire, et en fait ça marchait juste pas. C'était pas assez précis. Enfin, en tout cas, c'était pas du tout mature comme technologie. C'était assez cher à mettre en place, c'était très très compliqué à maintenir, et pourtant, dans toutes ces conférences-là, le message a été passé que c'était révolutionnaire, et plein de directions de musées ont demandé à leurs équipes d'acheter ça, de faire des appels à projets et d'installer ça. Est-ce que tu as étudié ce genre de mode et voir comment une technologie comme ça peut arriver au plus haut d'un musée et devenir un objectif de déploiement des fois à très court terme pour être dans les premiers? Alors absolument, je l'ai tout à fait observé, à la fois au niveau de ce que tu décris, hein, du beacon, de la géolocalisation très précise et de l'arrivée de contenu sur les smartphones, et je l'ai également observé à partir du dispositif en fait de réalité augmentée qui s'est retrouvé supplanté d'un coup par la réalité virtuelle en fait. Donc j'ai analysé en faisant une alerte mot-clé dans les discours journalistiques dès qu'il parlait de réalité au musée, et on avait en fait entre 2011 et 2014 énormément d'occurrences sur la réalité augmentée. Ça allait tout changer, il fallait absolument l'utiliser, et un an après, entre on va dire plutôt 2016 et 2019, on a pratiquement plus qu'au parler de la réalité virtuelle, et la réalité augmentée a été un petit peu moins abordée. Donc on voit évidemment que dans
comme dans tous les domaines, en fait, dès qu'une nouvelle technologie arrive sur le marché, on va se poser la question de son utilité, de son impact, parfois de façon pertinente et parfois de façon, on va dire, un petit peu plus technophile et avec un discours, enfin, en tout cas des présupposés positivistes derrière. C'est ce qui explique en fait le succès de ces dispositifs numériques et le peu de recherche avec des points de vue critiques. Pour vous donner une anecdote, je suis souvent intervenue dans des journées d'études ou des conférences, notamment auprès de collectivités qui m'appelaient pour venir présenter mes travaux sur numérique et musée. Donc je venais avec une perspective critique où j'essayais de détailler cet imaginaire. Pourquoi est-ce qu'on avait cet imaginaire du musée et à la fin de ma présentation que j'avais expliqué justement que c'était intéressant. L'important c'était pas de penser à un numérique innovant mais un numérique pertinent et que ça fasse sens de se réapproprier ces concepts. En général, on me demandait quel était le meilleur dispositif numérique à acheter, s'il valait mieux prendre le beacon ou autre, ou la réalité augmentée, la réalité virtuelle. Donc je pense que les modes de financement de la culture et de la recherche qui sont par projet, avec parfois des domaines imposés sur le numérique, n'encouragent pas en fait à penser cette question de façon plus large et plus pertinente. Pour avoir creusé le sujet pour le beacon, je pense que j'ai la solution, tout simplement. Le beacon permettait d'avoir des chiffres très très précis sur ce que faisaient les visiteurs dans le musée, tout simplement en récupérant les données de localisation, etc. Donc ça forcément, pour autant, pas forcément que du point de vue marketing, mais aussi pour optimiser les flux et la création d'expositions, par exemple, c'était intéressant d'avoir tous ces trackers. Oui, c'est vrai, j'en ai pas parlé, mais effectivement, il y a une autre façon d'expliquer ce phénomène, c'est que depuis les années 80, on observe au musée ce qu'on appelle le tournant gestionnaire, c'est-à-dire qu'il y a un objectif de rentabilité, de gestion des musées, et on va leur demander de produire des chiffres, une politique plus quantitative, qu'on va leur demander de rendre des comptes en fait, sans parfois penser à la qualité de l'expérience, mais vraiment en termes de chiffres de fréquentation. Et il y a eu aussi un engouement pour tous les dispositifs qui permettaient, donc dispositifs de billetterie, de comptage de visiteurs, connaître les profils du visiteur, qui étaient intéressants à la fois pour les chercheurs et les professionnels, mais qui répondaient aussi en filigrane à cette demande des musées de justifier en fait leur existence sociale, là où auparavant ça semblait davantage aller de soi. Tu parlais un petit peu de recherche, c'est vrai qu'il y a beaucoup de recherches, que ce soit des recherches des mémoires de master ou des thèses qui parlent des apports du numérique, comme les conférences dont tu parlais tout à l'heure ou les journées d'études. Il y a très peu d'approches critiques. Est-ce que ça n'a pas été difficile pour toi de monter ta thèse sur ce sujet-là et pourquoi c'est si déséquilibré ? Alors c'est déséquilibré notamment par la façon dont fonctionne le financement dans la recherche. La majorité des thèses sont financées soit par l'État ou les collectivités, la région notamment, ou les industries culturelles, des entreprises comme les thèses CIFRE, et on va avoir énormément en fait d'entreprises qui n'ont pas forcément intérêt à ce que l'on critique ces dispositifs, évidemment des entreprises qui préfèrent que le doctorant fasse une recherche sur l'apport de sa technologie ou comment faire une meilleure technologie plutôt que de se demander évidemment si cette technologie-là est souhaitable ou est-ce qu'on pourrait pas penser autrement le numérique. Donc moi j'ai eu la chance d'avoir une thèse financée par le ministère, donc j'avais pas vraiment entre guillemets de pression symbolique de la part d'une entreprise. Mais on va avoir tout de même énormément de biais technophiles parce que les financements en général sont fléchés. Quand on va faire une recherche, soit on peut proposer un projet blanc, dit blanc, où on va proposer son projet de recherche, soit on candidate à un appel à projet déjà constitué. Et souvent ces appels à financement ou à projet déjà constitués vont parler donc des apports du numérique pour la culture, pour la démocratisation culturelle, et vont être on va dire des projets de recherche appliquée où on va soit créer un dispositif, créer un cahier des charges, réfléchir à une bonne application du numérique. Et je trouve que c'est extrêmement important qu'il y ait en place ces financements pour mettre en place des dispositifs numériques pertinents
et qui permettent voilà une certaine créativité et de questionner ces enjeux. Par contre, je trouve ça en échange, au contraire assez dommage qu'il n'y ait pas plus voilà de ces recherches qui demandent aussi un point de vue critique, un contrepoint et qu'il n'y ait pas de recherche qui viennent interroger l'ordinaire, enfin ce que Georges Perec appelait l'infraordinaire, c'est-à-dire des éléments du numérique qu'on n'interroge jamais, c'est-à-dire ce qui est à côté, les gens qui vont s'ajuster sur les dispositifs, qui vont faire du braconnage, les gens au contraire voilà qui veulent se déconnecter. Qu'en est-il aujourd'hui voilà de la forme de la visite guidée ou des formes non numériques mais qui intègrent de temps en temps le numérique? On va vraiment se focaliser sur le dispositif, la réalité virtuelle, la réalité augmentée, les réactions des publics, les compétences cognitives, est-ce qu'on apprend mieux, et pas forcément avec un regard global sur l'institution et l'imaginaire. Donc voilà, pour la petite histoire, moi quand je présentais mes recherches en général, quand j'ai indiqué que j'avais un point de vue voilà pas forcément critique, mais au moins réflexif sur ces questions, que je voulais pas rentrer tout de suite dans le biais de l'impact ou de l'apport du numérique, mais simplement regarder son rôle. On allait me dire avec un petit sourire que j'étais réactionnaire, que j'étais contre voilà ce progrès social, alors que au contraire, voilà, je suis passionnée de musées, de technologie, et j'ai toujours grand plaisir à tester ces dispositifs. Mais je pense qu'il va falloir un peu plus de temps pour mettre en place en fait ce regard critique, et ça je le vois tous les jours en tant qu'enseignante où voilà j'enseigne la médiation culturelle depuis 8 ans, et dès que je propose à mes étudiants un projet de médiation où je leur dis pour tel musée ou tel théâtre imaginez une stratégie numérique pour plus de public, les étudiants vont tous me dire on fait une appli smartphone, sans forcément réfléchir à est-ce que c'est pertinent, quel public on veut toucher, qu'est-ce qu'on pourrait faire sur les contenus. Ils vont très rapidement parler du dispositif. Donc ça montre en fait que dans l'imaginaire, il y a une forme de légitimité du numérique qui fait qu'on va y penser en premier et pas forcément réfléchir à la totalité, diversité des solutions qui pourraient s'offrir à nous. Et c'est assez marrant parce que voilà, l'an dernier, je lisais une enquête qui indiquait que les applications smartphones dans les musées étaient utilisées par 3% des publics. Donc ce qui est très bien, c'est utilisé, et je pense que ces 3% en sont satisfaits. Mais on voit un gros décalage tout de même entre l'injonction faite au musée, comme tu le disais, à s'équiper de beacons, de géolocalisation, d'applis smartphone, et finalement les usages qui sont de 3%. Est-ce que c'est des discussions que tu arrives à avoir avec des chercheurs qui sont justement en thèse CIFRE ou qui sont dans cette idéalisation du numérique? Oui, évidemment, même si le contexte est parfois un peu biaisé. On est tout de même chercheur en sciences de l'information et de la communication, avec une formation qui nous a donné un regard critique. Donc dès que j'ai pu en discuter avec des chercheurs qui associés ou travailler dans ces entreprises, on a eu des débats très très riches et fructueux sur le sujet. Mais il n'empêche que ces thèses CIFRE, c'est tout de même un dispositif en fait où on demande aux doctorants de produire un dispositif ou une stratégie. Donc tout est orienté. Donc je pense que c'est très important qu'il existe ces dispositifs de CIFRE pour faire des ponts entre le milieu de la recherche et le milieu professionnel. Mais je pense qu'à côté, il faudrait aussi davantage financer des thèses qui apportent un autre regard. Aujourd'hui, ça semblerait complètement fou de dire proposer un financement pour une thèse avec les apports de la médiation humaine ou les apports du rapport humain dans la médiation. C'est vraiment peu exploité. Et je trouve que c'est dommage qu'il n'y ait pas une bonne représentativité des objets qu'on trouve au musée dans la recherche, et qu'il y ait cette focalisation sur le solutionnisme numérique, mais que l'on retrouve dans tous les domaines de la société. Donc c'est pas étonnant. Et pour finir sur cette question, ce qui est important aussi d'analyser dans le rapport numérique et musée, contrairement à par exemple numérique et santé ou numérique et secteur social, c'est que l'arrivée de dispositifs numériques au musée va cristalliser un grand nombre de peurs et d'espoirs. Et c'est assez compréhensible parce que le musée va symboliser le patrimoine, le passé, un passé commun, alors que le numérique va symboliser le futur, l'innovation, des choses qui peuvent un peu peut-être changer. Donc c'est un vrai oxymore symbolique en fait. Souvent quand on va voir les illustrations des journées d'études, des colloques ou d'un dispositif numérique, on va toujours avoir
un peu cette image d'Épinal d'une statue grecque, voilà, de la Vénus d'Arles de Milo, et juste à côté une tablette numérique, dernier cri, et toujours cette juxtaposition entre voilà, la tradition, l'histoire, le passé et la modernité, avec toujours la peur que soit le numérique vienne finalement remplacer la visite au musée, ce qui est pas du tout le cas, hein. Si on regarde les chiffres de fréquentation, ça n'a pas vraiment baissé. Donc peur que le numérique vienne entraver la visite au musée, et également espoir de notre côté que grâce au numérique, il y ait plus de visiteurs. Et donc c'est dans cette dialectique en fait entre ces peurs et ces espoirs qui explique pourquoi il y a toutes ces études en fait, sur l'impact et le rôle du numérique. Depuis 18 mois, moi j'ai beaucoup moins suivi l'actualité du numérique au musée. Et bon, j'ai vu quelques communiqués de presse de start-up là encore qui allaient au CES au mois de janvier, une start-up lilloise qui disait que il fallait venir découvrir sur son stand comment ils allaient révolutionner la culture. Comme tu disais tout à l'heure, c'est toujours les mêmes formules. Est-ce que ça change un petit peu quand même ces derniers temps, au moins dans les équipes des musées? Est-ce qu'il commence à y avoir un discours? Alors on en parlait un petit peu dans un épisode précédent avec Jean-Marie Le Gall dans les entreprises, où on parle de transformation digitale, on parle de transformation digitale aussi dans les musées, où les équipes qui remettent en question tout ça sont des fois forcément vues, tu disais tout à l'heure, comme des réactionnaires ou des réfractaires. Est-ce que dans les musées, ce discours-là arrive à se faire entendre, et est-ce que ça évolue? Parce que, en tout cas, moi, quand j'étais dans la partie, je dirais, ça se pliait. Enfin, les équipes de musées se pliaient beaucoup aux injonctions. Est-ce que ça commence à... Je te demande pas s'il y a une révolution en cours au sein des institutions culturelles françaises, mais est-ce que ça change un petit peu? Est-ce que ça se réveille un peu de ce côté-là ou pas? Alors, ce qu'on peut observer, en tout cas, c'est qu'il y a de plus en plus de lieux de débat, parce que dans mes recherches, j'avais observé vraiment un décalage entre des discours médiatiques et politiques sur le numérique qui allaient prôner la révolution, la démocratisation, et des pratiques en fait au quotidien du service des musées qui étaient bien différentes. Et ce que j'ai pu observer, et que j'observe encore aujourd'hui en échangeant, en allant voir sur place les collègues qui travaillent au musée, c'est que on observe deux tendances en fait dans les services de médiation et de collection. La première tendance, ça va être un numérique qui va être prescrit, qui va être entre guillemets parfois un peu imposé, sans laisser aux professionnels de façon de s'ajuster. Donc ça, c'était un musée, notamment j'avais vu ça au musée McCord, qui est le musée d'histoire de Montréal, où une médiatrice m'indiquait que elle devait faire une visite avec un iPod parce qu'ils avaient eu le financement, mais qu'elle trouvait ça pas forcément pertinent, qu'elle avait un public de personnes âgées qui étaient pas forcément fans de ces iPods, et qu'elle allait pas toujours les proposer. Donc voilà, soit un numérique qui est prescrit et puis des professionnels qui ont des marges de manœuvre pour s'ajuster, se le réapproprier, soit au contraire un numérique qui va être peu encouragé par une direction ou une hiérarchie un peu frileuse, ou qui veut garder une image, on va dire, déconnectée, et avec des services qui parfois vont se former en autodidacte. Moi, j'ai beaucoup rencontré au musée Arlatane, le musée d'ethnographie d'Arles, des collègues qui s'étaient formés au numérique en s'inscrivant par exemple au groupe Facebook Muséonum, qui est une communauté de passionnés, de professionnels, chercheurs, étudiants et visiteurs de musées, qui vont parler des rapports, de l'innovation au musée, de ce que ça peut apporter, et également des collègues de ce musée d'Arles qui s'étaient formés grâce au dispositif Muséomix, notamment, qui a une forme de hackathon au musée, où on va proposer un dispositif pendant 3 jours, même si je trouve que ce dispositif a ses avantages comme ses limites. Donc on va dire que il y a de plus en plus, en tout cas, d'espace de débat sur ces éléments-là, ce qui, je pense, est une bonne chose, même si évidemment c'est encore important de, je pense, faire circuler des études variées et complexes, et pas uniquement des études univoques sur l'apport du numérique, mais des études, on va dire, avec un peu plus de recul sur, d'un point de vue sémiotique culturel, qu'est-ce que ça
permet de faire au musée. Par exemple, on interroge pas souvent le rôle de la photographie au musée. Pourtant, j'ai un collègue chercheur qui s'appelle Sébastien Piotti qui travaille sur la photographie au musée et qui montre qu'on est passé en fait de musées où on interdisait complètement la photo à maintenant des musées où la photographie est encouragée dans le lieu d'exposition. On vous propose des photomatons, un espace de shooting photo à la fin, comme on a dans certains parcs d'attractions, et on demande aussi aux visiteurs, on l'encourage à poster ses photos sur les réseaux sociaux, sur Facebook, Twitter ou Instagram, avec le hashtag de l'exposition, ce qui peut s'apparenter aussi à du travail gratuit, à du travail numérique gratuit. Donc pour parler des institutions aujourd'hui, c'est extrêmement complexe et bigarré. On a de plus en plus de débats et en même temps une idéologie un petit peu capitaliste et libéral, avec cette idée du visiteur qui communique aussi à la place des institutions, qui vient conforter cette théorie du tournant gestionnaire des musées, du musée qui fonctionne un peu comme industrie culturelle et parfois même comme start-up, ce qui est évidemment assez discutable. J'avais envie de finir sur une note peut-être plus positive, une des solutions. C'est tout ce qui intéresse ce milieu des startups. Oui, mais les solutions. Et avec, évidemment, tu disais tout à l'heure, et je le partage complètement, remettre en question, ça change pas le fait qu'on est avant tout des amoureux de musées et de technologie. Est-ce que tu as un ou deux projets peut-être coup de cœur de ces dernières années que tu as pu tester et qui t'a vraiment plu, que tu as trouvé pertinent? Alors oui, évidemment, c'est vrai que j'ai été très critique, mais je vais donner un exemple de dispositif numérique que j'aime beaucoup. Alors malheureusement, je crois qu'il est plus vraiment en ligne. C'était en 2010-2011 le projet Monet, une exposition donc sur Monet, je crois au Grand Palais, qui avait donné lieu à un site web en fait de l'exposition. Et c'était pas un site web classique, c'est-à-dire site web informatif avec les infos pratiques sur l'exposition. C'était pas non plus une expo virtuelle où on clique de lien en lien. Là, c'était vraiment un dispositif, on va dire, plutôt poétique, assez sensible, assez immersif, où on avait sur tout l'écran un grand tableau de Monet avec des zooms sur des éléments du tableau qui faisait comme une très légère vidéo, et on devait avec la souris passer sur une pie qui allait s'envoler, on devait souffler, puis il y avait la webcam qui vérifiait qu'on soufflait, et ensuite ça faisait un autre effet, et j'avais vraiment beaucoup apprécié le fait que ce dispositif existe et soit pas comme tous les autres, simplement didactique, puisque c'est des informations qu'on peut trouver après sur d'autres sites en ligne ou dans le musée, mais qu'il y ait ce dispositif qui réponde aussi à l'envie des visiteurs de pas forcément avoir un quiz ou un jeu de piste ou des dispositifs assez classiques, mais simplement aussi un aspect sensible aux œuvres qui ensuite donne envie de se rendre à l'exposition, parce que le biais c'est de penser que le numérique va remplacer l'exposition, mais en général ces dispositifs sont là en amont ou en aval, soit pour donner envie, soit pour donner plus d'informations après. Donc c'est pas du tout un dispositif innovant, parce que c'était en 2011, mais j'ai beaucoup aimé. Et sinon un autre projet qui me tient beaucoup à cœur, parce que c'était mon terrain de recherche pendant ma thèse et que je m'y intéresse encore beaucoup, c'est la nouvelle muséographie du musée en Arlatan, le musée d'ethnographie d'Arles, qui est un musée qui a été, dont les objets ont été donnés par une partie de la population, qui démontre vraiment un attachement régional, et un musée où c'était compliqué, ou en tout cas ça posait question d'apporter des dispositifs numériques, et où là les dispositifs numériques ne sont pas là simplement pour dire qu'on suit l'air du temps, mais sont là pour signifier en fait un regard réflexif sur les objets. C'est-à-dire qu'on va pas simplement vous présenter les objets de la culture provençale comme la lavande, l'huile d'olive, les costumes de l'Arlésienne. On va aussi vous expliquer sur les contenus numériques comment ces objets ont été racontés, narrés, repris, et on va apporter un recul critique. Donc là, dans ce futur musée qui va ouvrir très prochainement, les dispositifs numériques ne sont pas là, on va dire, en tant uniquement que technologie, mais en tant que marqueur
d'un discours contemporain sur des objets traditionnels. Donc il y a toute une réflexion sur la réflexivité, sur un musée à 2 niveaux où on peut voir les objets, mais aussi voir le regard qui a été posé sur les objets et voir que voilà, la muséographie change en fonction des années. Et je trouve, bon, évidemment, forcément, je les ai étudiés pendant 5 ans, donc je suis pas très objective, mais je trouve que ce projet est vraiment admirable. Et là, quand on est face à des dispositifs numériques vraiment qui sont pertinents au-delà de leur aspect innovant. Donc à découvrir bientôt à Arles alors. Absolument, je conseille à tout le monde de le visiter. C'était les rencontres désinspirantes de Disruption Protestante. Retrouvez toutes les informations sur la série et écoutez les autres épisodes sur disruption-protestante.fr et abonnez-vous dans votre application de podcast favorite pour ne rien rater. Disruption Protestante est une série produite par Antoine Gouritin, la musique originale du générique est de Julien Solaire.